Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pu vous libérer pour ce lancement d'une grande journée très dense, très riche de cette 17e session d'Europan. Alors ces jeunes participants, on entend qu'ils seraient près de 25 000 qui ont conçu des projets pour Europan Europe. Alors à coup de 800 jusqu'à 1000 participants tous les 2 ans, c'est assez normal qu'on arrive à ce chiffre-là depuis les 30 ans d'Europan. Et c'est sans compter le PAN, n'est-ce pas François, qui est l'origine d'Europan. Alors, que sont devenus ces jeunes architectes? Qu'a fait Europan pour eux? Ce sont des questions qui se posent à chaque date clé, anniversaire d'Europan, et c'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. Alors, pour les 20 ans d'Europan, Jean-Yves Violot avait lancé un sondage auprès de plus d'une centaine d'équipes pour tirer un portrait de ces jeunes agences. Il en avait conclu d'ailleurs une forme de resserrement autour de Paris, d'agences plutôt dans la réflexion, d'architectes qu'il disait intellectuels, plutôt qu'à la recherche de la commande. 10 ans plus tard, Didier Rebois, dans son ouvrage qu'il a conçu, qui s'appelait Génération Europan, tirait aussi un portrait de cette jeune architecture qui préférait la ville au logement, introduisant déjà des aspects plus multidimensionnels et abordant les questions plus complexes des enjeux qui s'offraient à la conception et à l'aménagement des villes. Mais nous ne voulions pas attendre les 40 ans d'Europan avant de se reposer cette question. Donc merci à vous d'ouvrir cette journée sous forme d'une parenthèse où on va profiter de vos retours d'expérience et on va donc réfléchir ensemble à ce qu'est l'effet Europan. Merci aussi à Emmanuel Borne d'avoir accepté d'animer ce premier moment fort de la journée et je te cède la parole pour 1 heure de débat. Merci. Merci Daniel. Alors, qui n'a pas été, de près ou de loin, impliqué dans un concours Europan? Je me souviens d'une session intitulée Challenge suburbain, où déjà à l'époque, c'est-à-dire en 2003, il s'agissait de transformer la ville dispersée pour créer une ville écologique. Le terme était nouveau. Je me souviens de volontés transversales, de nombreux dessins en bande, de plans striés, aujourd'hui datés, mais si iconoclastes hier. Car Europan a 52 ans depuis qu'en 1972, le plan construction créait le programme Architecture Nouvelle, à l'époque pensé comme un concours d'idées sans territoire destiné, je cite, à faire connaître des projets d'architecture novateurs ainsi que leurs auteurs et à faciliter l'accès de ces derniers à la commande publique. Ce programme Architecture Nouvelle évoluera au fil du temps, marqué par de grandes étapes, dont l'architecture dite urbaine avec en 1975 un projet intitulé Virage urbain, les hautes formes à Paris, ça doit vous dire quelque chose, mais encore par l'intégration en 1981 du logement comme échelle incontournable dans l'approche urbaine. En 1989, le PAN se transforme en Europan, en devenant ce concours d'idées lancé simultanément dans plusieurs pays européens autour d'un thème commun avec pour principaux objectifs la réalisation d'études urbaines et d'opérations expérimentales, puisque des sites français et européens sont désormais proposés aux candidats, souvent en liaison avec les élus concernés. Qu'en est-il depuis? Europan est-il toujours ce concours offrant une tribune à l'innovation? Existe-t-il un effet Europan? Le concours offre-t-il un accès privilégié à la commande? Vous allez nous le dire. Les projets lauréats sont-ils et doivent-ils être poursuivis de suite opérationnelle? Pour nous aider à faire ce retour sur expérience, des anciennes lauréats et mentionnés m'accompagnent. Alors je vous présente et je vous donnerai la parole. Myriam Chabani, vous êtes architecte et cofondatrice de l'agence New South, membre du jury Europan 17. Vous avez été lauréate de la session 14 en 2017 qui s'intitulait Ville productive. François Leclerc, architecte et urbaniste, vous êtes fondateur de l'agence Leclerc Associés, président du jury d'Europan 17, lauréat en 1982 du PAN 12, intitulé à l'époque Architecture du logement aux équipements de quartier. Caroline Poulain, vous êtes architecte et urbaniste, cofondatrice de l'AUC avec François de Coster et Jamel Clouche,
tous trois récompensés du Grand Prix de l'urbanisme en 2021, et lauréat d'Europan 5 en 97, si je ne me trompe pas, session intitulée à l'époque « Les nouveaux paysages de l'habitat, déplacement et mobilité ». Mathieu Delorme, paysagiste, associé fondateur d'Atelier Georges, récompensé par le palmarès des jeunes urbanistes en 2014. Vous êtes directeur de l'ENSA Paris-Est, l'école, je la connais par cœur, mais là, l'école d'architecture de la ville et des territoires, et lauréat d'Europan 12 avec un projet cité aussi lors de la 13e session. Et Geoffrey Clamour, cofondateur de l'agence Les Marneurs en 2017, récompensé du palmarès des jeunes urbanistes en 2022. Votre équipe a reçu une mention spéciale pour la session 14, Ville productive également. Alors, je vais commencer par vous demander de présenter très brièvement, si vous le voulez bien, parce qu'on a envie de s'étendre, mais il va falloir être bref sur cette première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel site vous étiez lauréat, avec quel type de projet, et surtout, répondez-y en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que pour vous, il y a eu des effets Europan? Mathieu Delorme, si on peut commencer par vous, vous avez été lauréat en 2013. Et pour vous, effectivement, il y a eu un beau site et des effets. Oui, alors effectivement, c'était sur le site de Paris-Saclay, sur un campus universitaire, celui de, la future université Paris-Saclay, et donc à Orsay, donc dans une vallée. Le choix du site a été un débat, déjà au sein de l'équipe. Je ne sais pas comment ça se passait pour vous, mais avec une volonté forte d'imaginer un site qui puisse avoir une commande derrière, parce qu'on était jeunes professionnels, on travaillait tous, on avait des liens, on va dire, amicaux, d'étudiants entre nous, et la session d'Europan nous a transformé ces liens, on va dire, faibles en liens forts, puisqu'on est parti après en création d'agence, et ensuite, ça fait maintenant 10 ans qu'on a créé l'agence, 2014, donc l'effet Europan, c'est déjà ça, hein, ça nous resserre, ça nous permet aussi de concevoir ensemble sur un projet qui est, qui n'est pas opérationnel en tant que tel, puisqu'on voulait être libre de ce qu'on voulait présenter, et ça nous permet de nous roder nos méthodes de dessin aussi, parce qu'on imaginait que le dessin, il était là pour accompagner l'opérationnalité. C'est un dessin fort, permet d'aligner les acteurs, et on a conçu cette relation entre concepteurs et les acteurs du territoire, les étudiants qui étaient sur le campus. Et ça, ce lien, ça a été dès le début dans le fondement de l'équipe, puis de notre commande, puis de notre méthode qui a fait connaître l'agence par la suite. C'était un projet urbain, paysage, infrastructure. Tout à fait. Le site de l'université d'Orsay est un des rares sites construits dans un site naturel classé, ce qui est quand même extrêmement rare. Il y a eu une autorisation spéciale de construire une université dans les années 50. Donc les bâtiments ne devaient pas dépasser la canopée des arbres, avec une architecture très régulière, assez belle. Et c'était, on va dire, la force du site, cette identité très forte où le paysage se combinait avec en coexistence avec une puissance architecturale assez forte. Et donc c'était notre moteur, si vous voulez, et on a essayé de prolonger ça à travers une réflexion qui partait du fond de vallée jusqu'au plateau, en imaginant la suite de l'université. François Leclerc, pour vous, donc à l'époque le site était au choix, donc il n'y avait pas de, et vous aviez proposé un projet sur la renaturation de la ville sur des friches ferroviaires dans le 13e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, et surtout quel a été l'effet Europan pour vous? Donc c'était effectivement il y a plus de 40 ans. Et j'essaie de me souvenir, c'était effectivement un Europan un PAN, pardon, c'était PAN à l'époque, qui parlait de quartiers, d'équipements, etc. Et donc c'était effectivement des terrains, des dispositions libres. Ça pouvait être même hors site. Il n'y avait pas la notion que l'on a vue plus tard avec l'Europan,
notion de presque commande de la part des villes, c'est-à-dire d'indication ou de volonté de la part des villes. Donc c'était des terrains qui étaient éventuellement non constructibles ou prévus pour toute autre chose. Donc ça permettait, si je me permets, c'était des non-lieux, donc le côté un peu plus utopie au sens étymologique, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on pouvait développer des idées, développer éventuellement comment vivre bien. On avait travaillé avec du sapin à l'époque sur la notion de logement, la notion de vivre et travailler en ville, de mixité de tout ça, etc. Sur un quartier, sur un terrain qui nous semblait très pertinent entre Boulevard Kellerman et à la place de Rungis. Donc on avait inventé toute une histoire autour de ça. Mais à l'époque, effectivement, c'était la manière de se montrer. C'est-à-dire comment est-ce qu'on apporte des idées très très visibles, des idées un peu presque communicantes, j'allais dire. Et on était très peu de lauréats, puisque c'était très limité comme ça. Donc il y avait toute l'idée de présentation de nouvelles figures de la part du ministère. C'était plus sur des personnes, sur des projets qui étaient oui, vous m'aviez dit qu'il y avait vraiment une reconnaissance à gagner Europan et surtout c'était un accès direct à la commande. C'est un accès direct à la commande, c'est-à-dire il y avait à l'époque la possibilité, il y avait des accords entre le ministère et les maîtres d'ouvrage qui prenaient les lauréats et je crois qu'il y avait des dispositions d'aide ou financières ou autres pour avoir cet accès à la commande de manière plus simple sur beaucoup d'autres sites. Myriam Chabani, d'un accès direct à la commande, un accès plus indirect en ce qui vous concerne, à des suites plus indirectes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai qu'on fait partie de ces lauréats qui n'ont pas vu de suite opérationnelle à leur sujet, en dépit du fait qu'on a très délibérément analysé les sites qui étaient présentés lors d'Europan pour essayer de voir quels étaient les fonciers qui étaient maîtrisés, quels étaient les fonciers qui ne l'étaient pas, et quels étaient les sujets qui pouvaient mener plus facilement à des suites opérationnelles. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on a candidaté à ça, on travaillait déjà en agence depuis 4 ans et on était familier de la difficulté d'accès à la commande publique, particulièrement sur des sites urbains. C'est des offres pour des petites équipes. C'est quoi ? C'est 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois de travail, surtout quand on est peu expérimenté, qu'on n'a pas forcément ces outils-là. Donc on se disait, au final, répondre à un Europan, c'est un moyen d'accès à cette commande potentiellement plus direct et en candidate avec ce qu'on sait faire du projet et non pas juste des références ou un chiffre d'affaires qui à cette époque était inexistant. Et donc en fait le choix du site s'est vraiment fait de cette manière délibérée. Pour autant, il n'y a pas eu de suite opérationnelle, mais aujourd'hui la ville est en train de mener un AMI auquel on répond avec des promoteurs, puisque c'est une consultation de promoteurs, et donc on est aussi dans d'autres dynamiques, d'autres manières de fabriquer la ville. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est vraiment confronté à un exercice un peu particulier, qui est qu'est-ce qu'Europan a récompensé, qu'est-ce que la ville attend, et qu'est-ce que le promoteur cherche à produire. Et donc, c'était en 2017, aujourd'hui en 2024, c'est une équation très différente à laquelle on est confronté, mais je pense que cette dynamique est assez intéressante, vu qu'on a pu se confronter à d'autres types de commandes urbaines entre-temps. Geoffrey Clamour, pour vous, c'est un petit peu la même chose. Ce jeu d'acteurs que Myriam vient d'évoquer, vous l'avez ressenti très fortement. Pouvez-vous nous raconter en 2 mots le projet avec lequel vous avez été mentionné ? C'était la même session, Ville Productive. Oui. Et vous, c'était à Toulouse. C'était Europan 14, donc c'était à Toulouse. Donc au nord-est de Toulouse, sur un site qui s'appelait le site Balma-Gramont. Donc en fait une grande zone d'activité, on va dire un petit peu désuète aujourd'hui, et qui se positionne le long qui est la 2e rivière de Toulouse qu'on oublie en fait, qui n'est pas la Garonne et qui est l'Ers, et qui s'est fait grignoter sur tout son linéaire par justement des zones d'activité, des zones pavillonnaires, etc. Et donc c'est un projet super intéressant dans le sens où il posait il y a 10 ans déjà la question du ZAN et du renouvellement des zones d'activité. Donc un projet qui à l'époque faisait peut-être pas forcément envie parce que sur un territoire très peu désirable finalement. Et c'est ça qui nous avait fait y aller en se disant justement c'est un territoire très désorganisé, très
très éclaté, sans logique apparente, enfin voilà, un urbanisme sans urbaniste. Et donc, nous, on avait pris le parti de travailler sur la question de la ressource dans le sens large. Donc la ressource en eau, la ressource, on va dire, sur le cycle des déchets, la ressource productive agricole, horticole, et les flux de chaleur énergétique, et puis la ressource, on va dire, de la géographie. D'essayer de retisser une logique, une cohérence à travers ces micro-lieux productifs ou ces grandes lignes de cohérence autour de ressources dans le projet. Voilà. Et donc nous, on était coprimés. Il y a eu aussi un lauréat sur le site. Voilà. Donc, et les suites, rapidement, c'est que la métropole de Toulouse, voilà, nous a dit, nous, on ne veut pas forcément en choisir un. Par contre, soit on vous remet en concurrence tous les trois, soit vous partez tous ensemble pour avoir une étude complémentaire. Donc je ne sais pas si on y reviendra après. Donc, nous, on a pris ce pied-là, de se dire, voilà, on a formé un collectif avec les deux autres équipes pour répondre à un marché public qui nous était seulement adressé à nous, donc sous la forme d'un accord cadre mono-attributaire. Et donc voilà, ce qui nous a aussi lancé, ça fait partie de nos premiers marchés publics, avec aussi un chiffre d'affaires qui était à l'époque proche de 0. Donc voilà, ça a été pour nous un pied à l'étrier en maîtrise d'œuvre urbaine plutôt qu'en maîtrise d'œuvre tout court. Voilà, même si après derrière, peut-être qu'on en parlera après, les suites, on va dire pour nous, ont peut-être pas été à la hauteur de ce qu'on s'imaginait, mais voilà, peut-être d'un point de vue politique en fait à la fin. Avant d'évoquer les suites opérationnelles ou pas, Caroline Poulain, donc vous avez participé à la session de 1997. Vous avez fait un travail avec l'AUC qui existait depuis 1 an, si je ne me trompe pas, sur l'arrivée du tram à Villetaneuse avec un projet conceptuel appelé, je le cite parce que le titre est magnifique, Corridor anti-Potemkin. Donc j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de ce projet, mais surtout, et puis que vous nous évoquiez ce que représente Europan pour vous. C'est vrai que quand on répond à Europan 5, c'est pas la première fois qu'on répond à Europan. On a fait plusieurs essais avant. Et donc, on a connu aussi Europan avant d'avoir monté l'agence. Et effectivement, on continue à répondre à Europan une fois l'agence effectivement créée. Mais pour nous, Europan, c'était vraiment, c'était hyper important que de participer à Europan. Parce que en tant que jeune architecte, c'était une grande visibilité et nous on le voyait pas tant en tant qu'accès à la commande. Enfin évidemment, forcément, mais on le voyait plus comme un enjeu d'un positionnement aussi. Quelle étape dans notre processus de positionnement, on avançait doucement. Et le fait de gagner Europan confortait finalement l'idée qu'on était en train de faire émerger sur notre positionnement. Et donc corridor anti-Potemkin, ça fait référence en fait au village Potemkin. Hein, et l'idée, c'était de se dire, donc Europan 5, c'est sur les mobilités, et on avait choisi, bon, pour nous, c'était assez évident d'aller sur un site de grands ensembles. C'était vraiment l'époque où, à nouveau, il y avait des grandes politiques de transformation des grands ensembles. Donc là, on est à la fin des années 90, et c'était sur des sujets qu'on connaissait déjà. Et l'Europan 4 qu'on n'a pas gagné était aussi à Saint-Ouen-l'Aumône. Là, on est à Villetaneuse et le tramway doit arriver, donc c'est le prétexte du concours. Et comment une nouvelle infrastructure qui arrive vient redynamiser un territoire. Et ce qu'on essayait de dire à travers des installations nous, on a plutôt essayé d'imaginer un projet qui mettait en place les conditions pour qu'un projet advienne, et donc des micro-polarités, trouver des micro-signaux, et pour
travailler sur des perméabilités entre espace public, programmation, ce jeu entre intérieur-extérieur qui finalement a été aussi, fait toujours partie des grandes questions qu'on se pose toujours et qu'on essaie à chaque fois de re-questionner selon les différents sujets qui nous sont posés. Alors, pour revenir sur les suites opérationnelles d'Europan, qui forment, donc, en tout cas quand Europan a remplacé le PAN, l'un des grands objectifs du concours, finalement, qui sont rares, qu'est-ce qui les freine? Quels outils, selon vous, on l'a déjà évoqué ensemble, mais quels outils pourraient être mis en place pour concrétiser davantage ces projets et assurer la transformation de vision stratégique en termes opérationnels? Alors, Myriam Chabani, vous m'avez suggéré, vous avez évoqué la mise en place d'un coordinateur Europan avec un vrai rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour aider les communes à transformer les projets Europan en vraies études urbaines. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cette idée-là? Le sentiment qu'on a eu à l'époque et qui s'est confirmé depuis, je pense même dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir autour du jury en fait de cette année, c'est foncièrement, il y a des jeunes équipes qui vont répondre avec plein de bonnes idées et tout le monde aime les belles idées dans le cadre d'un concours, mais on a encore beaucoup de mal à comprendre la capacité en fait de ces idées à faire la ville de manière concrète quand il y a des enjeux financiers potentiellement conséquents qui sont en jeu. Donc, si on veut permettre la transition, même dans la perception en fait de ces équipes, de jeunes lauréats avec des idées sympathiques vers des professionnels en mesure d'agir sur le territoire, il y a un double travail. Il y a un travail déjà d'accompagnement de la part d'Europan pour légitimer en fait et peut-être faire un travail pédagogique d'explication, peut-être à partir d'exemples aussi, de la transition possible de ces idées vers une ville de demain. Et le deuxième, c'est aussi d'accompagner en fait presque une transition dans l'image de ces équipes. Parfois, on a des étudiants qui sont lauréats. C'est pas parce qu'on est étudiant que potentiellement on n'est pas en mesure aussi d'accompagner ou de porter tout ou partie d'une suite opérationnelle. Je veux dire, c'est aussi quelque chose de très contemporain, moderne, que de penser que c'est à partir d'un certain âge ou d'un certain stade qu'on peut faire la ville. Donc, à mon sens, il y a potentiellement un rôle de la part d'Europan à jouer là-dessus auprès des villes pour assurer, parrainer, marrainer en fait et en faire un véritable outil opérationnel. Mathieu Delorme, vos propos font directement écho à ceux de Myriam. Vous m'avez dit qu'effectivement, avec Europan, le décollage est très fort et l'atterrissage plus lent, malgré la présence d'un médiateur Europan souvent. Et vous imaginez, en écho à ce que Myriam vient de dire, un programme de formation continue des collectivités, sachant que vous le dites, les fonds existent en fait. Il n'y a pas de budget supplémentaire pour implanter de telles formations. Oui, alors effectivement, le constat que l'on a fait suite au concours Europan, puis à la déclinaison opérationnelle, c'est que on a des outils, pas toujours satisfaisants, même plutôt archaïques, on va dire, dans la production de la ville aujourd'hui, qui datent d'un temps où on n'avait pas toutes les considérations aujourd'hui environnementales notamment, mais pas que. Donc on a des outils, pas adaptés. On a des élus qui, même si ces outils sont pas tout à fait très puissants, les maîtrisent mal. Déjà, s'ils les maîtrisaient, on pourrait commencer à être ce qu'on fait quand on essaie de faire du projet, d'être un peu sophistiqué dans la mobilisation des outils complexes et d'arriver sur un projet satisfaisant, avec de la qualité pour tout le monde, à un coût maîtrisé. Donc on a des outils qui sont mal maîtrisés et ensuite on a tout un pan que nous, en Europan, on a essayé de porter chez Atelier Georges, notamment de plaidoyer pour que ces outils changent, en fait. Et les élus ils sont très forts pour pouvoir faire remonter, via les grands élus, tout certaines problématiques sur la fabrication de la ville aujourd'hui. Et donc, l'idée, en tout cas, maintenant que avec ma fonction de directeur d'une école d'architecture, c'est de se dire comment une école d'architecture s'adresse aux élus pour les former sur la culture architecturale, urbaine et territoriale, et sur Europan, on pourrait se dire qu'Europan puisse proposer, quand les collectivités
postulent sur leur site problématique, vous allez avoir des jeunes équipes qui vont vous amener des idées qui sont bien dessinées, le dessin est maîtrisé et adapté, sans faire des fioritures et d'effets waouh, c'est l'anti-effet waouh, mais on peut vous proposer un dessin et ensuite on peut vous former, vous acculturer, vous faire passer de la connaissance scientifique qui est produite aujourd'hui dans les écoles d'architecture, la recherche. On peut vous dire maintenant un outil pourrait être disponible parce qu'on sait que ça fonctionne comme ça, et donc ça enclencherait un cycle où un élu, il a 18 jours de formation quand il est élu, il faut bien qu'il aille quelque part. Si on veut, les écoles d'architecture pourraient proposer en France, il y en a 21 maintenant avec la Réunion, proposer un accompagnement en lien avec Europan, par exemple, de modules de formation réguliers où les jeunes équipes, les élus, les DGS, enfin tous ceux qui sont un peu stratégiques dans les collectivités. Et donc ça, la formation continue, il y a des moyens dessus et il faudrait les mobiliser et faire cette convergence. Geoffrey Clamour, vous, c'est sur le terrain que vous imaginez des choses, avec l'activation d'un atelier sur site qui pourrait être un lieu, un endroit de préfiguration de plan guide. Est-ce que vous pouvez élaborer ? Oui, alors ça serait un outil très simple en fait, qui peut une réaction à notre expérience, de se dire que suite en fait, on va dire au prix, voilà, au décollage de l'équipe et du prix et de l'étude, c'est que finalement on bascule, enfin en tout cas nous on a basculé tout de suite dans une dimension opérationnelle. Donc voilà, la constitution d'un groupement de 3 entités, voilà, qui se veulent du bien mais qui se connaissent pas, et tout de suite rentrer dans la constitution d'un cahier des charges, mettre en œuvre les honoraires, un DPGF, chiffrer une fiche de l'eau. Donc en fait, c'est pas évident de connaître, on va dire, ses coprimés, ses collègues avec qui on va construire un plan guide, de but en blanc comme ça, en arrivant sur des questions très concrètes et un peu froides. Et sauf que avec le manque d'expérience au début, on n'a pas forcément l'expérience de savoir même de comment valoriser nos honoraires, notre crédibilité dont tu parlais, Myriam. Voilà, donc. Et puis derrière, on remporte forcément le marché public, et puis on rentre dans une logique Cotec-Copil, avec face à nous non plus l'élu qui nous a désigné lauréat, mais les techniciens qui ont des visions peut-être un peu plus court-termistes, un peu plus on va dire concrètes. Et puis donc une étude qui rapidement se décharge de l'aspect innovant, expérimental d'Europan. On arrive sur des considérations beaucoup plus, on va dire, d'urbanisme classique. Donc l'idée, c'est de se dire que on pourrait avoir un ou quelques ateliers ou résidences in situ qui seraient encore portés par Europan, sur la base des projets lauréats, donc encore des projets, pour, on va dire, créer cette solidarité entre les lauréats, donc le ou les lauréats et les élus et les techniciens, et puis d'acculturer les acteurs du territoire aux dimensions innovantes des projets proposés, que ça infuse avant de rentrer directement dans le marché public ou dans la suite de l'étude. Voilà, pour assurer finalement que la promesse d'Europan, qui est quand même d'expérimenter sur les territoires à travers de nouvelles idées, philosophies, éthiques d'aménagement, elle se retrouve vraiment dans l'étude à venir, quoi. Donc voilà, donc ça peut ne pas coûter très cher à mettre en œuvre, ça peut être porté par Europan, et ça peut être un bon témoin, je pense, pour passer le témoin du concours vers l'étude. Alors pour vous, François Leclerc, c'est pas besoin de suite opérationnelle. Vous trouvez que peut-être le concours perd en force, pas besoin de suite opérationnelle. Vous estimez que Europan est avant tout un concours d'idées? Je parlais du PAN, qui était à l'époque un concours d'idées sans suite opérationnelle. Aujourd'hui, si je veux mettre ça en perspective avec maintenant, c'est plutôt de dire que Europan, le système Europan, devrait continuer ou augmenter la mise en relation avec cette écurie, enfin ce cheptel extraordinaire de lauréats et toutes les idées qui ont été posées, et les territoires. C'est-à-dire de mon époque du PAN, alors je me tourne vers Alain Lemogard, c'est-à-dire il y avait la loi MOP n'existait pas vraiment, etc. Donc c'était renouveler le cheptel, grosso modo, renouveler un peu des jeunes figures au milieu, des classiques qui tenaient un peu tout le système.
mais de dire que, comment imaginer que les territoires, quelle que soit l'échelle, d'études territoriales très larges, que ce soit départementale, régionale, tout ce qu'on veut, etc., ce soit la possibilité de cette mise en relation, de dire que toutes les études qui ont été proposées, c'est extraordinaire du point de vue de la dimension de la quantité d'idées proposées, etc. Et donc, comme c'est à l'époque, où finalement c'était une mise en relation avec des petits jeunes et puis des maîtres d'ouvrage, ou pas maîtres d'ouvrage, enfin des maîtres d'ouvrage plutôt, c'est de dire comment des études peuvent continuer en dehors du site, bien sûr, qui ont été initiés par les lauréats d'Europan, mais sur cette thématique, savoir comment ils peuvent s'introduire, s'infiltrer sur d'autres lieux. C'est ça que je trouve qu'Europan devrait faire, c'est cette mise en relation pour des études très, très larges, très généreuses. Caroline Poulain, pour vous, l'intérêt premier d'Europan réside plutôt dans sa dimension expérimentale. Pour vous, c'est le lieu de l'innovation, avant tout. En fait, vous avez compris, enfin, je sais pas, ce que j'essayais de poser, c'est aussi quand même la dimension temporelle, en fait. C'est-à-dire que là, quand je vous entends, il y a ce côté où on a l'impression qu'il y a un avant et un après qui se passe de manière extrêmement rapide. Et c'est vrai que nous, notre expérience, elle est beaucoup plus lente, mais en même temps, je pense que ce temps-là, il est important aussi dans la construction des projets et des professionnels, des jeunes professionnels. Et c'est vrai que moi j'ai envie de revenir plutôt sur la question de la représentation et des outils, parce que c'est vrai que je pense que les questions, innovation dans ce sens-là, c'est-à-dire que les jeunes ont aussi cette capacité à des moments à reposer la question des outils et de leur représentation. Et c'est ça que je trouvais particulièrement intéressant aussi vous avez parlé de 25 000 et puis à l'échelle de l'Europe en plus, c'est ça qui est assez fascinant aussi, c'est de voir voilà tout ce vivier de potentielles pistes et voilà, et ça je trouve que c'est particulièrement c'est que du potentiel, quoi. Donc c'est vraiment pour moi une manière de alors après comment faire des bascules, je j'ai pas spécialement une seule proposition, mais je me posais par exemple nous à l'époque à la fin des années 90, il y avait par exemple l'effort rémois et le foyer rémois qui dans les débuts des années d'Europan, dès que les lauréats gagnaient à Reims, ils avaient accès à la commande par ces bailleurs sociaux. Et je me demande si là, il n'y a pas peut-être quand même aussi une piste pour réimpliquer aussi les bailleurs sociaux dans leur on va dire dans leur fonction première, qui est logiquement de produire du logement, du logement quand même qui doit répondre aussi à des attentes des usagers. Et donc, je me demande s'il ne faut pas reposer la question un peu du début sur quel rôle les bailleurs sociaux pourraient, à nouveau, comment être impliqués. Parce que finalement, on parle beaucoup des territoires, et comme vous l'avez tous dit, je veux dire, ça renvoie à des questions qui sont hyper intéressantes, mais d'une complexité quand même assez élaboré. Donc, et puis là, aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles questions de transformation, les bailleurs sociaux, ils vont être aussi confrontés à réinvestir aussi de nouveaux champs de problématiques. On le voit à travers Réinventer, engagé pour la qualité du logement de demain. Et donc, je sais pas, des jeunes lauréats pourraient très facilement être impliqués dans des concours liés à ces réinventions de nouvelles typologies, pourquoi pas dans la transformation de bâtiments, par exemple. Alors là, vous évoquez la place de certains acteurs dans le concours. On a aussi évoqué, quand je vous ai tous demandé si Europan était toujours un lieu d'expérimentation et d'innovation pour vous, et s'il suivait ou s'il incarnait certaines grandes évolutions de votre profession, et lesquelles devraient être davantage prises en compte dans son cahier des charges. Sur les acteurs, Mathieu Delorme, vous m'avez dit que les équipes même gagneraient à fédérer d'autres expertises.
ou plus d'expertise, en tout cas à l'image des équipes de maîtrise d'œuvre, on en a parlé aussi, Geoffrey Clamois. Donc, vous parlez de gens qui ont des expertises dans certaines lois, bien sûr dans la réglementation, des experts en droit, en éco, mais est-ce que les équipes ne les ont pas, ces expertises-là, pas suffisamment? Et les équipes de conception, c'est ça, oui. Oui, alors effectivement, comment se forme une équipe Europan, les premières fois où j'ai participé au concours sans le remporter, on avait essayé d'avoir une vision très large. On était avec une étudiante en économie qui était en école de commerce et qui travaillait sur des sujets de démembrement de propriété, par exemple. Et on avait essayé d'organiser cette question. Mais c'est difficile de le rendre compte en dessin. Et donc, on avait eu des difficultés. Ensuite, il y a eu Saclay. Et ensuite, sur l'Europan 13, où on était cité, à Montreuil, où là, on a créé on était parti par les outils, en inventant des outils. On parlait de PPPP, de petits partenariats publics-privés, par exemple, à Montreuil. On avait regardé comment on pouvait économiser tout l'argent que l'on mettait pour recouvrir l'argent bancaire de prêt. On avait simulé à combien d'intérêts étaient payés et de frais bancaires étaient payés par un processus urbain de transformation. On a dit tout cet argent-là, on le met directement dans la qualité de la construction, on construit avec plus de moyens. Et donc on avait proposé ça et on avait après simulé ce que pouvait être spatialement une production architecturale qui se basait sur ce principe. Voilà. C'était un projet qu'on avait appelé Oulipo, voilà. où c'était ouvreur de lieux potentiels, parce qu'on arrivait avec l'existant. En travaillant sur, au lieu d'acheter un foncier, c'était un don, enfin c'était une participation en nature d'une nouvelle société qui se créait. Enfin c'était tout un petit mécanisme là, comme ça. C'est vous qui avez pris l'initiative. On était parce que oui voilà parce que moi aussi je suis paysagiste, mais après je suis passé en économie urbaine en école de commerce avec donc j'avais cette entrée économie. On s'était un petit peu renforcé aussi avec d'autres compétences là-dessus et on avait bâti ça. Et c'est vrai que à un moment donné la commande par la suite, il y avait l'EPF qui était dans le jury et je sais que l'EPF est venu nous voir en disant votre projet, il m'a plu parce qu'on parlait de mécanique et vous l'illustrez. Vous parlez pas juste de mécanique en passant à côté le dessin, vous intégrez le dessin dans cette mécanique économique de production de la ville et nous on a besoin d'avancer sur ces sujets-là. Et donc c'est là où on s'est dit c'est l'enjeu du décloisonnement de nos expertises en termes de fabrication de la ville parce que c'est fabriquer nos conditions de coexistence, d'existence, même tout simple aujourd'hui, face aux défis qui sont devant nous. Et c'est pour ça qu'Europan, il faut qu'il participe à la création des nouveaux outils de la ville, des territoires. Et pour ça, l'échelle européenne est un formidable... Voilà, le démembrement de propriété, dans d'autres pays européens, ils sont beaucoup plus avancés que nous, ils ont des solutions intéressantes. Et nous, on en a aussi très fort avec des directives un peu nationales, enfin une capacité à programmer, à aménager d'un point de vue fort aussi, qui est important, qui est intéressant dans un cadre de transition écologique. Il faut pouvoir avoir des choses très fortes. Donc on a vraiment à l'échelle européenne un grand savoir-faire qu'il faudrait réussir à mobiliser aujourd'hui. Alors, un savoir-faire multiple, Geoffrey, pour vous, Europan pourrait être davantage le miroir de cette dynamique d'expertise qui est mobilisée dans la maîtrise d'œuvre en général. Et alors vous avez évoqué certaines expertises toutes simples, celle de l'ingénieur. Et quand je vous ai demandé si on ne versait pas tout de suite dans la dimension opérationnelle sans avoir eu le temps d'approfondir la dimension stratégique, vous m'avez dit mais il nous intéresse dans les récits qu'ils portent, pas tellement dans leur expertise technique, mais plutôt dans les récits qu'ils portent. Donc vous, quelles seraient les expertises que vous intégreriez dans ces équipes en amont? Oui, du coup, je me retrouve pas mal dans ce que vient de dire Mathieu, mais du coup, sur d'autres expertises, parce que finalement, l'utopie, l'innovation, elle peut aussi exister dans la tête de l'ingénieur, ou des ingénieurs, ou des ingénieries, ou des différents génies de l'aménagement. Nous, en général, côté Marneur, quand on parle de ça, on pense, peut-être vous aussi, aux hydrologues, par exemple, parce que nous, on travaille beaucoup sur le littoral, sur des questions liées, on va dire, à la recomposition du littoral sous l'effet de la submersion, des inondations. Et en fait, donc, on travaille beaucoup avec des hydrologues et on se rend compte qu'avec eux, finalement, on réussit vraiment à objectiver les données scientifiques, les données du GIEC, les différents scénarios, qu'on sait modéliser avec eux. Et avec eux, finalement, on trouve les règles du jeu pour défendre un projet spatial qui porte une utopie ou qui porte un idéal.
Mais la construction de cet idéal, il se fait avec les expertises. Et pas dans une logique un peu verticale qui serait je dessine et je fais vérifier mon dessin par l'expert. Et non, on fait ensemble. Ça peut être pareil sur toutes les questions agricoles, où en fait le dimensionnement, la programmation, la réflexion, la pérennité des modèles agricoles. Aujourd'hui, c'est un grand sujet, l'agriculture dans le territoire. Ça se fait aussi avec des expertises du pédologue, de l'agronome. Et donc ma question un peu large, c'est de se dire, est-ce que finalement Europan, ça doit être le lieu où l'urbaniste, l'architecte, le paysagiste essaie de faire un peu une somme, une synthèse, mais sans l'expertise, en se disant ok, il prend des raccourcis, il dessine, il fait des hypothèses, et puis après on mettra cet idéal à l'épreuve du réel. Ou est-ce qu'il faudrait pas essayer, alors peut-être comme les rendez-vous d'aujourd'hui, à aller même chercher, pas seulement, alors peut-être que vous le faites déjà, je sais pas, mais justement les écoles d'ingénieurs, les écoles d'agronomes, etc., pour peut-être aussi avoir dans Europan, dès la base et puis même dès l'appel à idées, ce type de compétences. Parce que alors, est-ce que ça marcherait ou pas? Je sais pas, parce que nous, on a aussi essayé au stade du concours d'intégrer. On avait un géographe dans l'équipe, et c'est vrai que c'est compliqué parce que on se pose plein de questions. Les architectes, les paysagistes, ils sont habitués à travailler peut-être beaucoup, surtout pendant le concours. On a des rythmes de travail qui sont pas les mêmes que. Voilà, donc je sais pas, mais en tout cas, cette dimension d'expertise sur des sujets contemporains qui deviennent de plus en plus, un peu complexes, scientifiques, pourrait être intéressante. Voilà. Moi, en tout cas, c'est une perception. Outre la polyphonie et la multi-expertise, François Leclerc, vous m'avez même rappelé pour me dire, parlons de massification et d'échelle. Il y a cette question d'échelle aussi. Vous trouvez qu'on l'oublie qu'on l'oublie un peu trop dans les projets? Non, mais je voudrais juste revenir avant sur une chose qui a été dit, c'est-à-dire comment Europan organise cette banque de savoir. C'est-à-dire il y a ces expertises qui émergent à travers l'ingénierie, l'économie, ce que vous avez évoqué, mais savoir comment, à travers des sites particuliers, sont arrivés à des méthodologies un peu exceptionnelles, un peu extraordinaires, des inventions. Donc comment Europan arrive à classifier un peu tout ça, pour dire, et je reviens sur la mise en relation, en quoi ces expertises sont compétentes, cohérentes ou intéressantes par rapport à des territoires qui sont en manque de ça. Mais il faut réussir. Je reviens sur le lien. Mais c'est assez essentiel. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à la massification, c'est qu'effectivement, il y a des sujets auxquels on est confronté aujourd'hui qui sont de l'ordre du lourd. C'est-à-dire, il peut y avoir une fuite en avant en disant on va se retirer de certaines histoires un peu pénibles, entre autres la production du logement comme une sorte de quantité nécessaire. À un moment, c'est savoir comment on se confronte aussi à des notions sociales par rapport à ça. De dire dans un système comme la France, l'Europe, savoir effectivement la notion de l'habiter, c'est pas qu'une notion unitaire, c'est une notion de quantité. Donc être confronté aussi à cette notion-là, confronté au fait que c'est plus politique, c'est de manière très large, c'est-à-dire quelle est la manière d'habiter la France de demain, pour reprendre ce qui s'étudie ensemble depuis pas mal de temps, mais de savoir aussi la notion quantitative de ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on explore de manière territoriale la notion quantitative. Caroline Poulain, vous connaissez cette notion quantitative dans les projets de l'AUC. Pas tant que ça, mais... vous avez évoqué aussi, quand on a discuté pour préparer cette table ronde, la chose construite en fait. Vous me disiez que déjà la réhabilitation, la restructuration de fichiers industriels, ça fait partie de l'histoire d'Europan. Ça a toujours été là. Ceux qui ont l'impression de découvrir ça, non. C'était déjà, ça fait un moment qu'on y est. Vous évoquiez l'importance de travailler sur la chose qui existe déjà, l'architecture qui est déjà là. Oui. Alors du coup, du coup, je vais pas répondre à la. Enfin, bon.
Oui, parce que vous me parliez des thèmes d'Europan, et c'est vrai que Europan, par rapport au PAN, a ouvert tout de suite les problématiques sur des champs extrêmement larges, très larges de territoire, comme les grandes friches industrielles, comme les grands ensembles, ça dès le début d'Europan. Donc c'est vrai que je trouvais, en se rappelant de notre propre parcours, comment, à travers les thématiques d'Europan, la question des grands territoires délaissés, etc., et faisait partie en fait de la question qui était posée au concours, quoi. Et ça, je trouve que c'était très visionnaire de confronter des jeunes professionnels, des jeunes architectes à ces questions très vastes. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup de voir vous aujourd'hui, quelques Europans plus tard, comment vous vous êtes saisis autrement encore de cette question pour aller plus loin en développant des nouveaux outils. Moi, je voudrais juste dire peut-être une chose, c'est ce que je trouvais très intéressant, et j'espère que vous le faites toujours à travers Europan, mais là maintenant, quand on faisait nos propres Europans, il y avait des analyses très très fines qui étaient faites des projets antérieurs, et donc il y avait une source hyper qu'on consultait vraiment comme une espèce. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les temps ont changé, maintenant les gens vont directement sur Internet, etc. Nous à l'époque c'était encore l'ère du papier, hein, et si on n'avait pas le bouquin, on n'avait pas l'info. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est peut-être un peu, du coup ça paraît peut-être complètement hors temps ce que je dis, mais en même temps c'était incroyablement bien fait, c'est-à-dire tous ces résultats, tous les lauréats européens étaient publiés, leurs projets étaient analysés, et c'est vrai pour le PAN également, hein, les livres de Monique Hellet, quand elle analysait toute la qualité et tout ce que ça apportait comme nouveauté dans la question de la typologie du logement, c'était extrêmement riche. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien l'idée que quand même ça reste aussi, je veux pas dire léger, mais quand même l'impulsion de pistes d'idées, de pistes de représentation, de comment après ça se communique ou ça se communique pas. C'est hyper intéressant, et donc voilà, il y avait une vraie analyse des projets, et c'était une source incroyable. Voilà, nous par exemple, quand on avait perdu le premier, au-delà de ça, déjà on regardait les Europans d'avant, ceux qui avaient gagné, et puis on était fascinés par certaines réponses, et c'était extrêmement stimulant. Donc voilà, ça je pense que comment justement se servir de cette matière je pense que c'est très important. Alors aujourd'hui, cette analyse et ce retour sur expérience, il nous vient de manière générale aussi pas seulement de l'Europe en fait. Vous voyez où je veux en venir en fait. C'est la question. J'aimerais poser la question des frontières d'Europan. Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes? Est-ce que Europan n'aurait pas intérêt à étendre ses frontières, donc à peut-être revoir son nom, à un terrain d'analyse fascinant aujourd'hui qui va être le continent africain, qui va être les pays du Maghreb. Myriam, pour vous, est-ce que Europan a intérêt à étendre ses frontières? Ce qui est un peu particulier, c'est que le site sur lequel on avait été lauréat était une zone industrielle en Alsace qui nous avait intéressés parce qu'au final, on voyait les résultats, disons des conséquences urbaines d'une dynamique qu'on avait déjà étudiée, mais au Bangladesh. Et en l'occurrence, c'était l'industrie du textile. Qu'est-ce qu'elle produit quand elle crée des formes d'exploitation comme on peut les connaître aujourd'hui au Bangladesh, mais qui s'implantent et qui créent aussi un foyer, en tout cas un parc d'activités au sein de ces villes. Et le revers de cette pièce, c'est la délocalisation, donc en fait la désertification de zones industrielles, la création de ces friches. Et en fait, une même dynamique aux conséquences mondiales, crée des villes, en tout cas des fragments de villes différents. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'était d'arriver sur ce site en Alsace avec ce regard-là, et avec un regard qui peut-être
En tout cas, je pense que je suis aussi très influencée par la manière dont on travaille et la question des frontières, moi, me semble aujourd'hui à questionner, surtout quand on voit les financements qui existent de la part de l'État français pour l'accompagnement de projets à l'international, notamment en Afrique. Moi, je pense qu'il y a potentiellement en fait voilà, toute une expertise qui a été développée depuis des années et qu'il serait intéressant, voire souhaitable, de faire profiter en fait à ces dispositifs et qu'on cherche pas à réinventer la roue à chaque fois. En fait, ces talents, cette réflexion, mais aussi ce parc de réflexion, d'individus aussi qui ont travaillé sur ces questions-là, pourraient être mobilisés sur des sujets aussi à l'international, toujours en gardant bien sûr en tête qu'on n'est pas là pour faire la leçon à tout le monde, mais en tout cas qu'il y a des choses à mettre sur la table autour de laquelle on peut discuter de modes de fabrication de la ville. Parce que la France le fait aujourd'hui. La question est qui est mobilisé en tant qu'expert pour porter cette réflexion à l'international. Merci Myriam. J'ai une dernière question à vous adresser à tous. On voit bien vos analyses différentes, vos expectatives différentes en ce qui concerne le concours et son avenir. Mais il y a une chose que vous partagez tous, et il y a un mot que vous avez tous évoqué, c'est le mot de sol. Alors je sais qu'il y a des modes sémantiques, et Europan en témoigne. On aime beaucoup Ville Productive, on a beaucoup aimé Challenge Suburbain, on a regretté que ça soit pas Défi Suburbain, mais ça c'est une autre histoire. Donc le PAN avant lui, Europan en son temps, au-delà de ces mots, parce que les mots comptent, il raconte quelque chose de notre vision des villes européennes, des politiques aménagistes, du renouvellement des modèles. Et en fait, après les visions modernes et technicistes des débuts, après les visions se voulant réformatrices sociales, ensuite, après les architectures objets des années 80, certaines, on entend désormais parler de sol, beaucoup, de renaturation des sols, de sol plus que de territoire et de sites, et de sol à renaturer, à réparer. Et en fait, ma question, j'y viens, c'est est-ce que aujourd'hui, en tout cas, on entend beaucoup dire qu'il faut peut-être alléger plutôt qu'édifier. Quand la question du sol dont vous êtes tous saisis, comment vous l'appréhendez et est-ce que votre participation Europan vous a aidé à l'approfondir? Myriam, et ensuite je vous laisse tous. En fait, moi, je pense que la question du sol, elle a posé la question des limites de nos compétences. Ce qui est certain, c'est que notamment sur les questions de conversion, de transformation d'un sol, la question, par exemple, la pollution de ces sols, leur renaturation, il y a quand même aussi toute une étape de dépollution à prendre en compte. Et en fait, une fois qu'on est confronté à la réalité de ces sujets-là, c'est-à-dire que nous, au stade de l'idée, on restait sur des choses qui étaient on va planter des plantes et puis voilà, ça va, la phytoremédiation va régler en fait le problème et ça rend bien sur les images et conceptuellement c'est quelque chose qui nous parle parce que c'est du paysage, etc. Mais après il y a des questions quand même sur des types de pollution très différents, des façons de les gérer qui nécessitent quand même une forme de technicité, d'expertise dont on n'était pas doté au moment où on a remporté le projet, ou au moment de l'élaboration de ce projet. Et pour autant, a posteriori, on se rend compte que c'est quand même des questions qui se posent à peu près sur tous les sites de friches industrielles, voire d'ailleurs friches industrielles ou en tout cas de différentes formes d'activités. Et on s'est interrogé sur notre légitimité, en tout cas, à travailler sur des sols uniquement avec des architectes, urbanistes, voire même des paysagistes, sans, disons, un ingénieur compétent. Donc là encore, on revient un peu sur ces enjeux de mise en relation, en fait, de compétences pertinentes. Et j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, sur la fabrication des équipes Europan.
Nous, on répondait avec nos amis, nos copains, qui on connaît. C'est très difficile d'aller frapper à la porte, certainement pas d'ailleurs d'ingénieurs déjà établis, parce qu'ils sont mais vous êtes bien mignons, mais on va pas travailler gratuitement avec vous sur ce concours. Mais la question, c'est presque, est-ce qu'il n'y a pas des forums en fait européens, juste pour être là, bon bah salut, moi je travaille dans tel ou tel domaine, ça me dirait bien de rejoindre une équipe. Non, mais c'est vrai que l'histoire du sol maintenant, alors ça, ça devient une espèce de standard, ce qui est pas mal parce que ça veut dire que ça a percolé très largement toutes les strates en même temps de l'enseignement, des gens du PAN, de l'Europan, pardon, et puis en même temps, ça commence à être un vrai sujet à travers le ZAN par rapport à toutes les collectivités, quelle que soit l'échelle. Donc ça devient une espèce de standard. Donc c'est vrai qu'il faut accompagner ça, il faut continuer à accompagner. Mais je voudrais juste revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure et que je trouve plutôt pas mal, c'est de dire en quoi le système Europan qui répond à des sujets ici et maintenant, c'est-à-dire c'est des commandes faites par des villes, il faut travailler là, quoi. En quoi ça empêche ou ça n'empêche pas d'avoir un regard sur le monde, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire j'aimerais bien que cette force idéologique, cette force d'idées donnée par Europan puisse avoir une option critique. Admirative ou critique vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire, il y a des leçons, il y a aussi des choses absurdes qui se passent, et savoir comment est-ce que on est une force de combat ou d'admiration ou d'autres choses par rapport à tout ce qui se passe, pas forcément sur notre sol. Alors, un mot sur le sol, parce que en tant que paysagiste, effectivement, le sol, depuis ma première année, c'était la base du projet, en fait. Et on apprenait dès la première année que si on le laisse un sol tout seul, il vit très bien et il a une dynamique propre. Nous, on vient juste perturber ça. Donc après, quel est le juste dessin et l'humilité suffisante pour que la dynamique que l'on vient accompagner, c'est presque conduire la vie d'un sol, en fait, notre profession. Et aujourd'hui, le sol vivant que l'on voit dans toutes les thématiques de débat, mais aussi scientifiques, des appels à projets. Nous, à l'école, depuis l'année dernière, enfin c'est même fin d'année dernière, donc novembre 2023, on a une chaire transition foncière qui s'intéresse au sol vivant. Et la dernière journée d'études sur ce thème, c'était là, la semaine dernière, c'était le 21 mars. C'était sur les questions de sémantique et de restaurer un sol. Renaturer scientifiquement, ça veut rien dire. Politiquement, ça a un sens. Réhabiliter un sol, restaurer les fonctions écologiques des sols. Déjà, comment on s'y repère dans tout ça? Et c'est vrai qu'on nous, les paysagistes, on est un peu, on sait s'y repérer parce qu'on a pratiqué ça dans nos études et on a beaucoup à apporter aux architectes. Et d'ailleurs, les architectes le prennent, voilà, parce qu'avec ça, on peut construire. Enfin, le sol est un peu. Et puis dans les traités d'histoire de l'architecture, le sol était aussi un outil. On construisait pas sur un sol, c'était avec un sol. Ça, c'était aussi au tout début. Donc c'est vrai que, pardon, on se retrouve sur cette question de sol vivant. Et là, je reviens sur nos outils. On arrive aujourd'hui, avec la connaissance scientifique des sols, à décrire, on va dire, les 6 grandes fonctions écologiques d'un sol, dépolluer, filtrer l'eau, réserve de biodiversité, réserve de carbone, alimentation, réserve de matériaux. On arrive à les décrire. On présente ça à des élus, voilà un peu comment faire. Et puis, sauf que les outils dont on a, cette étoile, avec chaque branche, une fonction écologique d'un sol, après, la valeur qu'on peut y attribuer, un droit d'usage qu'on pourrait moduler en fonction de la capacité d'un sol à le recevoir et à rester fonctionnel. Et à côté de ça, on a des outils qui nous disent qui est le propriétaire, quel usage on a le droit et quel est son prix. Point. On est sur un triangle un peu bête et méchant de l'outil d'aménagement face à une sophistication maintenant de notre connaissance du fonctionnement des sols et notre rôle de concepteur, c'est de faire cette médiation entre les deux et c'est vraiment pas simple. Et là-dessus, Europan peut être totalement un outil qui permet un peu de redonner de l'air institutionnel à cette notion-là et qui croise des politiques publiques comme le ZAN par exemple. Quand on gagne Europan, nous avec Corridor Anti-Potemkin, quasiment on ne fait qu'un dessin de sol en reprenant les usages en fait des marquages au sol faits juste par l'empreinte des pas entre un grand ensemble, un centre-ville et une université. Et donc, le sol, bon, il y a le sol vivant, mais il y a aussi juste le sol de la pratique qu'on en fait. Et c'est aussi quand on discutait,
pas seulement pour Villetaneuse, mais ensuite c'est tout le travail qu'on a fait à Pantin, aux Courtilières. C'est-à-dire que la pratique du sol, c'est aussi alors là je parle pas enfin, ça rejoint aussi à un moment le sol vivant parce qu'on a énormément désimperméabilisé et ouvert énormément de sol aux Courtilières, mais c'est aussi un moyen de partager avec aussi les habitants, avec les gens, puisqu'en fait la pratique du sol finalement, c'est comment on traverse aussi la rue. Et alors là, moi, je suis sur des territoires plus urbains, mais c'est vrai que cette notion, elle est aussi un lieu pratiqué aussi, bien plus même qu'on ne le pense ou qu'on ne le. Et après, pour moi, c'est indissociable la question du sol avec la question du bâti. Et là, j'en reviens un peu à la question de l'existence, c'est-à-dire comment maintenant être économe au maximum. Et donc économe au maximum, ça veut dire comment dire, arriver à faire des projets les plus fins, les plus spécifiques aussi à chaque lieu où ils viennent s'incarner. Geoffrey, le sol, que dit-il de nos visions urbaines? Oui, moi je crois que le sol, on pourrait le voir aussi comme, enfin, on va dire l'usage du sol dans la conception des spatialistes que nous sommes, ça pourrait être une sorte de thermomètre aussi, un miroir des éthiques d'aménagement qu'on peut avoir. Et par exemple, voilà, enfin, je pense que comme beaucoup, moi je suis enseignant, et moi ce que je remarque, c'est que mes étudiants en master, de plus en plus, ils ressentent une forme de très forte responsabilité dans la consommation ou l'acte ou l'impact qu'un projet va avoir sur le sol. Et nos étudiants, de plus en plus, ils ont, enfin, en tout cas à Nancy, ils mettent beaucoup de temps avant de réussir à prendre la responsabilité de poser un trait sur un plan. C'est-à-dire, voilà. Et donc je fais souvent la blague, on a souvent des étudiants d'architecture et je leur dis bravo, tu as fait un très beau projet de paysage. Mais parce que on est de plus en plus dans une philosophie aussi d'être économe, de moins consommer, et donc peut-être de moins bâtir ou de bâtir de manière la plus optimisée possible. Parfois aussi de se retirer. Et peut-être je me dis que si on regardait une sorte de frise chronologique des Europans, des plans masses d'Europans, ce serait intéressant à regarder. Est-ce que c'est pas aussi un miroir de comment on s'est projeté éthiquement sur la responsabilité, le droit qu'on a à agir sur un sol? Parce que pendant un temps, le sol c'était aussi densifié, parce que mixifié, parce que la ville sur la ville. Et c'est toujours, mais ça a été très fortement l'éthique d'une période. Aujourd'hui, on le voit dans les écoles d'archi. L'éthique, c'est presque de même plus densifier, c'est presque de se retirer, de construire sur le construit, mais de plus toucher au sol ou de désimperméabiliser, de se retirer. Et donc voilà. Et peut-être juste pour conclure, parce que tout ça aussi ramène aux compétences, encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a des étudiants de l'école d'archi de Marseille, tu dois connaître, qui ont fait plein de coupes comme ça du sol, et en mettant en évidence sur la coupe l'épaisseur, on va dire mentale, par compétence. Donc l'architecte, c'est peut-être les 30 premiers centimètres jusqu'aux fondations. Le géomètre, c'est seulement la surface. Le pédologue, c'est ce qui est entre moins 30 et moins 1 mètre. L'écologue, c'est entre 0 et moins 30. Et c'est vrai que ça, jusqu'à maintenant, c'est peut-être les paysagistes qui avaient le plus la vision, on va dire, transverse entre toutes ces échelles. Et peut-être que cette vision transverse, elle est en train de contaminer beaucoup les architectes. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très, très positif, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde qui ouvre cette journée consacrée au Europan 17, et restons sur cette idée de sol qui réunit et qui fédère des expertises. Merci beaucoup.